Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est William Kadouch-Chassaing. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-PDG d'Eurazeo, société d'investissement française, cotée sur le SBF 120 et qui gère plus de 36 milliards d'euros. On va parler de vos résultats, mais avant, parce que historiquement, il faut revenir un petit peu en arrière, savoir d'où on va pour savoir où on veut aller. Vous étiez positionné comme un fonds qui investissait ses fonds propres au capital d'entreprises non cotées. On pense à Doctolib, Planète et il y en a d'autres. Il y a eu un virage stratégique qui a été opéré il y a 18 mois, je parle sous votre contrôle, non? Oui, alors ça fait qu'Eurazeo veut devenir l'acteur de référence dans la gestion d'actifs privés en Europe. C'est ça, le virage Absolument. stratégique? Eurazeo, c'est une société qui existe depuis 25 ans à la bourse, mais qui est née au fond il y a plus de 50 ans avec la fusion de holdings d'investissement. Et pendant longtemps, Eurazeo a investi ses propres fonds, ses fonds propres. Il se trouve qu'Eurazeo a fait une acquisition en 2018 d'une société qui s'appelait Idinvest, qui était cofondée par mon co-PDG, comme vous l'avez dit. Et nous avons décidé, il y a 18 mois maintenant, d'annoncer une stratégie beaucoup plus radicale de passage à l'échelle sur la partie asset management, donc en s'appuyant sur cette force qui était déjà un développement dans l'asset management. Donc aujourd'hui, Eurazeo, c'est 36 milliards. Dont 10 10 qui sont toujours le bilan. Il y a quoi d'ailleurs? Ça veut dire qu'Eurazeo investit toujours ses fonds propres à côté de ses clients, et beaucoup plus que n'importe quelle société que vous trouverez dans le monde du private equity ou dans le monde des marchés privés. Ça reste un de ses critères distinctifs. Donc elle n'est pas sur un modèle dual de holding d'une part et d'asset manager, ça n'est qu'un seul asset manager. Eurazeo investit dans les fonds. Donc par exemple, certaines des sociétés dont vous avez parlé, elles sont possédées par Eurazeo Bilan via les fonds en réalité. Ouais, pas en direct. Mais nous sommes toujours, et beaucoup plus que la moyenne, investis aux côtés de nos clients qui viennent dans les fonds. Donc nous avons deux responsables. C'est pour montrer qu'un alignement des intérêts. Ça nous permet de faire plusieurs choses. Ça nous permet d'abord de développer des nouvelles franchises. Parce que quand on veut développer de nouvelles franchises, il faut un peu leur permettre de montrer leur cas, d'investissement. C'est comme ça qu'on l'a fait sur l'infrastructure, ça a très bien marché. Puis les gens sont venus en se disant oui, c'est quand même des belles choses et c'est une belle aventure qui est en train de se créer, donc les clients arrivent. Ça nous permet de montrer de l'alignement d'intérêts avec nos clients, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes et les gens veulent savoir que tout le monde prend le même risque. Et puis, il se trouve que Eurazeo a une particularité, notamment en France, mais parmi les grands acteurs mondiaux, c'est que nous avons près de 20% de notre ressource de tiers qui vient de clientèle de particuliers, distribuée via des banques privées, des assureurs, des CGP. Et pour pouvoir faire ces produits, les faire monter à l'échelle, c'est très important d'avoir son propre bilan pour pouvoir commencer à abonder avec ses investissements propres. Vos cibles, ce sont essentiellement des entreprises, quoi. J'ai regardé, mais je passe au contrôle, taille moyenne, forte croissance. Quel est le profil? Il y a des secteurs en particulier ou finalement, quels sont les critères de sélection? Alors, vous avez bien raison de poser la question des spécificités, parce que pour commencer, on est assez généraliste en termes de nombre de classes d'actifs. Donc on est un acteur des marchés privés, on ne fait pas de marché public, mais on investit dans de la dette, dans du private equity. On est le plus gros fonds de tech d'Europe, d'Europe continentale, avec du venture, de la biotech, du gros equity, pour parler en bon français. On a aussi de l'infrastructure, on est en train de lancer un fonds immobilier. Mais on le fait avec un double prisme très focalisé. Premièrement, on fait de la PME et de l'ETI européenne. Essentiellement, nos investissements, c'est sur l'Europe, et ils sont toujours dans cette catégorie de taille, de la PME ou de l'ETI. Et notre prisme, c'est de les faire croître fortement avec du build-up, avec des partenariats, avec de l'internationalisation. Donc, c'est associé avec un profil de croissance plutôt plus fort. Deuxièmement, c'est sur certains secteurs. Il y a essentiellement 4 secteurs sur lesquels nous intervenons. Le premier, c'est la tech, les services aux entreprises qui sont technologiques. Par exemple, de la cybersécurité, des services dans la cybersécurité. Deuxièmement, c'est des services financiers spécialités. Vous avez évoqué Planète. Planète est devenu maintenant un des leaders mondiaux des systèmes de paiement digitaux pour l'hôtellerie. Troisièmement, c'est tout ce qui est la transition environnementale. Donc on a beaucoup de fonds, on a plutôt plus de fonds d'impact que la moyenne du marché, on en a 8, qui investissent dans des sociétés à différents degrés, qui font des solutions pour adresser des problématiques climatiques. Et enfin, quatrièmement, on investit dans la santé.
Et on a des fonds santé dédiés, et on a aussi des investissements d'entreprises qui opèrent dans la santé dans nos fonds généraux. Donc, on est généraliste en termes de classe d'actifs, on est continentaux dans notre zone de chalandise, et on est sur des tailles d'entreprises à forte croissance, sur des secteurs à croissance structurelle. William Cadou-Chassaing, je n'ai pas entendu le mot défense là-dedans. Est-ce que les choses pourraient changer parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté européenne, soutenue par la Commission, le gouvernement allemand, français et d'autres, de réarmer, d'augmenter les dépenses militaires pour avoir une autonomie également de défense de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez aller ? Là, vous parlez d'un secteur très particulier qui est lui-même assez multiforme, parce que dans la défense, il y a des chaînes de valeur industrielles, il y a aussi beaucoup de software. Donc, quand Eurazeo est un des principaux acteurs européens du venture capital ou du gross equity, mais aussi dans le buyout où nous avons par exemple le leader des services de cybersécurité européens, qui s'appelle iTracing, on accompagne aussi le secteur de la défense. Est-ce qu'on ira plus loin à voir quelles sont les initiatives qui se déploient? Mais je voudrais insister sur un point. Ce qui a été beaucoup dit dans les dernières semaines, à juste titre, mais je dirais même avec les derniers mois, avec une sensibilité exprimée à différents niveaux sur le besoin d'autonomie de l'Europe et le besoin de renforcer la souveraineté européenne, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de fonds propres qui s'investissent dans l'économie européenne, dans les chaînes de valeur européennes, que ce soit de la transition énergétique, de la défense, de la santé ou des technologies. C'est notre rôle, nous, c'est notre purpose chez Eurazeo de faire ça. Il y a des gens qui ont des approches plus globales, il y a des gens qui ont des approches, sauf qui peut jouer aux États-Unis. Nous, on a décidé qu'on était dans ce continent et qu'on allait y jouer un rôle particulier. Un exemple, dans la santé, on a notre fonds Neuf Santé. Notre fonds Neuf Santé, je l'évoque parce que ça a fait beaucoup couler d'encre à une époque, les histoires du Doliprane. En fait, avant de faire du Doliprane, qui est une marque, il faut avoir des gens qui font des agents actifs pour faire du paracétamol. Ben voilà, des principes actifs. Nous, notre fonds Neuf Santé, il a investi dans des capacités industrielles pour faire des principes actifs. Donc ça, c'est... Sur le sol européen. Sur le sol européen, sur le sol français. Ouais. Soyons précis. Sur vos résultats, il faut en parler aussi, il y a publié il y a quelques jours, dans un environnement qui n'est pas facile, évidemment, pour les marchés, pour le private equity. Est-ce que vous estimez avoir atteint vos objectifs? Je voyais que les commissions de gestion continuent bien à rentrer, 421 millions d'euros, plus 7%, la collecte est en hausse aussi, 4 milliards de collecte, tous les objectifs ont été atteints? Nous, on met de côté la perte nette, on va en parler après. On est sur la première année d'exécution de notre plan. Stratégique, c'est un plan stratégique qui vise à créer ce leader continental de plateforme des marchés privés dans l'asset management, dans la gestion d'actifs. On en a parlé tout à l'heure. Et donc ce plan, il passe d'abord par démontrer que le positionnement qu'on a choisi, il a une attractivité pour les clients et que d'abord on fait de la collecte. On a une collecte qui est en hausse de 23% dans un marché qui est au mieux stable. Et ça fait la deuxième année qu'on fait plus de 20%. Donc on voit bien que ce qu'on propose, en tout cas, a une certaine traction. Donc de ce point de vue-là, c'est satisfaisant. C'est même mieux que la cible qu'on s'était donnée à 4 milliards. On a fait 4,3 milliards sur la collecte. Dans cette collecte, il y a d'ailleurs presque 1 milliard qui vient des clients particuliers, ce qui est assez unique. Deuxièmement, les commissions de gestion, vous l'avez évoqué. Nous, on regarde surtout les commissions de gestion de tiers, même qu'on regarde les actifs sous gestion de tiers. Parce que notre plan, il vise à faire grandir la partie client et à faire diminuer la partie fonds propres. Donc la partie fonds propres, elle a un petit effet négatif, mais qui est piloté. La partie fonds tiers, elle est en hausse à 2 chiffres. On est à plus 14% sur les commissions de gestion liées au fonds. La partie fonds propres a vocation à diminuer jusqu'à combien? Parce qu'il faut conserver l'alignement des intérêts. On a dit que, vous savez, en moyenne, les fonds de private equity mettent 2%, équipe comprise, dans la collecte globale d'un fonds. Bon. Nous, aujourd'hui, on est à plus de 30%. Oui. On a dit qu'à 2027, on voulait aller vers 20%. Et peut-être, on verra plus tard, ce qui serait déjà mieux que l'industrie et mieux que les standards, c'est 10%. C'est vrai ou pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas un expert, mais je disais que les investisseurs institutionnels étaient un peu plus prudents par le passé sur le non-coté. C'est vrai ça? C'est vrai. Ils sont plus sélectifs, ils sont plus prudents, ils sont plus sélectifs. Et en même temps, ils disent tous qu'ils ont envie d'allouer plus d'argent dans le non-coté. Pourquoi? Parce que ça génère plus de rendement, et c'est des rendements plus stables
que les marchés cotés. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, vous avez une sensibilité à la distribution. Un certain nombre de grands institutionnels Ils veulent pas ont vu des retours cash, enfin des retours liés aux cessions des entreprises qui sont dans les sous-jacents des fonds, un peu retardés par rapport au business plan initial. Donc ils disent, attendez, moi avant de réinvestir, je veux savoir si vous me rendez. Chez Eurazeo, c'est pas trop un problème, parce que Eurazeo est plutôt mieux disant, permet de faire un peu de pub, dans sa rotation d'actifs. Et c'est lié à notre positionnement aussi sur les PME, ETI à forte croissance. Donc on a des actifs assez liquides. Deuxièmement, vous avez eu quand même aussi des acteurs qui ont eu des petits sujets de collecte. Les assureurs, maintenant, aujourd'hui, collectent beaucoup dans l'assurance vie, mais en 22, avec la configuration de taux qu'on avait, ils ont arrêté de collecter. Vous pouvez réinvestir que ce que vous avez comme ressources. Bien sûr, bien sûr. Et sur 4 milliards 3, il y a 1 milliard, vous l'avez dit, collecté auprès des particuliers. L'appétit est toujours là, on le sent. On sort quoi en termes de rendement chez Eurazeo, que ce soit dette privée ou fonds d'infrastructure ou private equity, on sort quoi en termes de performance? Écoutez, nous ce qu'on vise, c'est que sur chaque fonds, on veut être dans le premier ou le deuxième quartile. Donc ça va dépendre un peu du positionnement que vous avez, mais on va dire que sur un fonds de private equity normal, sur de la PME ou de l'ETI, vous êtes entre 15 et 20% de rendement. Par an? Net, oui, par an. Sur du secondaire, vous serez sur des choses comme ça. Sur de la dette, vous allez être sur des taux qui sont plus bas, plus proches de 10% si vous êtes dans ce qu'on appelle le direct lending, c'est-à-dire le prêt au fond de LBO, dans d'autres classes d'actifs un peu plus bas. Nous, on a un fonds qu'on distribue auprès de la clientèle de particuliers, qui est un des premiers fonds semi-liquides d'Europe. Il est semi-liquide parce qu'il a des fenêtres de liquidité pour les épargnants, qui est distribué par un certain nombre de partenaires qui sont bancaires ou assureurs, on ne les distribue pas directement, qui est un mélange de produits de dette et de produits d'equity, ce qui permet d'avoir comme ça un coupon régulier. Et il est net de commission pour tout le monde, entre 7 et 8% final pour le client. Donc c'est des performances qui sont évidemment assez favorables par rapport à d'autres classes d'actifs. Après, ça reste tout petit dans les portefeuilles des particuliers. C'est là où effectivement il y a une marge de progression qui est très grande. Il y a un paradoxe qui là touche à la structuration d'épargne en Europe. Ce serait un vaste sujet. Elle est très mal allouée, en particulier en France, qui est que, en fait, ceux qui investissent le plus dans ces produits les plus rentables sont évidemment les plus fortunés. Vous avez des family office fortunés qui vont investir jusqu'à 50% en private equity. Aujourd'hui, pour la clientèle patrimoniale, qui a des avoirs, mais des avoirs plus modestes, on est entre 0 et 1 ou 2%. Ça crée pas simplement un gisement possible pour les gens comme nous, ça crée une inégalité dans les performances, qui a bien été d'ailleurs mentionné dans le rapport Noyer. Un Français qui a investi dans la structure d'épargne telle qu'elle est aujourd'hui, livret A, dépôt, etc. Il a fait 13% sur 10 ans. S'il avait investi dans le CAC 40, il aurait fait 80%. S'il avait investi dans le private equity, il aurait fait beaucoup plus. Donc, sans dire qu'il faut tout déformer, on est au cœur d'une problématique qui n'est pas simplement une problématique de financement de l'économie, mais aussi une problématique de rendement pour l'épargnant. Donc nous, on croit que ces produits vont se développer parce qu'à un moment, les gens vont se dire « mais je fais des choses inefficaces ». Après, il y a une volonté aussi il faut céder évidemment vos participations, vos investissements. Et beaucoup de cessions sont prévues sur 2025. Sur 2020, parce que c'est l'heure de vérité, souvent la cession. On est tout à fait d'accord. C'est tout un sujet. On est sur des industries qui ont des durées quand même de détention assez longues, entre 4 et 7 ans, 10 ans, 12 ans parfois quand c'est de l'infrastructure. Avec des boîtes, pardon, je coupe, qui ont été rachetées parce que les taux étaient bas, peut-être parfois trop cher. C'est pour ça que je dis l'heure de vérité arrive, pour savoir si les investissements faits il y a 10 ans... C'est pas totalement notre cas. C'est pas totalement notre cas. Du marché en général. Parce que quand on est sur de la PME ou de l'ETI, on est sur des histoires de transformation. On achète un business plan et une espérance de transformation, de création d'un leader plus européen, plus global. Il y a des multiples. Voilà. Et donc,
Oui, on le fait avec des hypothèses qui ne sont pas forcément très enthousiastes sur les multiples futurs. On le fait vraiment sur 70% de notre création de valeur, elle provient, voire plus dans beaucoup de cas, de l'expansion des résultats de l'entreprise, de sa transformation. Mais il est indéniable, vous avez parfaitement raison, que ce qui s'est passé en 2014 et 2022, c'est-à-dire des taux négatifs, a évidemment boosté un certain nombre d'acteurs et a caché des histoires pas flambantes, mais qui étaient portées par du levier et des expansions de multiples. Donc ces histoires-là, elles auront beaucoup de mal à sortir et les performances ne vont pas être bonnes. Si vous avez une vraie thèse d'investissement, en revanche, vous arrivez à avoir des entreprises qui ont quelque chose à offrir au prochain acquéreur, que cet acquéreur soit un industriel ou que cet acquéreur soit un autre financier. C'est un peu notre portefeuille. Donc si on revient à la question très exacte, en 24, on avait dit on verra un rebond des cessions. On a fait x3 par rapport à 23. En 25, en nombre de sessions. En montant de sessions. En montant de sessions, oui. Et donc c'est ce qui remonte à nos clients à la fin. Et à nos actionnaires quand c'est la partie du bilan. Et on a dit en 25 qu'on ferait encore une augmentation par rapport à 24 et qu'on allait progressivement revenir vers nos moyennes historiques de rotation. Tout ça fait évidemment l'hypothèse que le monde est normalement incertain. On est dans un niveau d'incertitude qui n'est pas neutre. On y est dans ce On est dans un monde d'incertitude qui n'est pas neutre. William Kadouch-Chassaing, votre objectif, vous êtes fixé de réduire la décote en bourse de l'action Eurazeo. Quelle est aujourd'hui, au moment où on se parle, l'ampleur de cette décote et quel est le chemin qu'il vous reste à parcourir? Alors nous, on ne raisonne plus, puisque nous ne sommes plus dans un modèle de holding, on décote par rapport à un actif net réévalué. On raisonne par rapport à une valeur intrinsèque. Donc, je vais le formuler différemment. Donc, la valeur intrinsèque, c'est la somme de ce qui est porté à notre bilan. Donc il y a à peu près 8 milliards d'actifs, plus la valeur de notre asset manager, il fait 150 millions de résultats, 160 millions d'EBITDA, et avec une croissance à 2 chiffres, et moins la dette. Donc si vous faites en fait ce calcul implicite, vous arriverez à un potentiel de création de valeur très significatif pour l'entreprise par rapport au cours de bourse actuel. C'est plutôt comme ça que je le verrai, puisque le portefeuille vaut 108, vous enlevez 17 de dette, ça vous fait 90, et vous rajoutez, selon les analystes qui suivent le Eurazeo, entre 25, 30 ou 35 euros pour le gestionnaire d'actifs, vous arrivez à peu près à 35% selon les calculs. Voilà. Aujourd'hui, la décote serait autour de 35%. Je le fais de manière implicite, mais je veux le redire, nous, encore une fois, on ne publie pas un ANR sur la base duquel il faut regarder des décotes. On est une histoire de transformation. Vous avez commencé à réduire cette décote? Oui. À partir de l'an dernier, lorsque nous avons fait notre Capital Market Day, on est passé de la zone où on était un peu collé à 55-60 euros à une zone au-dessus de 70 euros. On est remonté au-delà du 80. Aujourd'hui, on est dans un contexte on doit être à 73-74 aujourd'hui. Sur 3 ans, l'action fait du surplace sur 3 ans, je regardais. Sur 2 ans, elle a fait plus 30. Oui, c'est vrai. Oui, mais nous, attendez, moi je suis co-PDG de cette entreprise. Je ne suis pas comptable de ce qui s'est fait avant, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Nous, on est co-PDG depuis le 6 février 2023. Elle fait 29% en TSR sur 2 ans. Mission accomplie? Non, il y a encore beaucoup de potentiel de valeur à révéler. Bon. Juste, j'ai oublié d'en parler, cette perte, parce qu'encore une fois, je dis que les commissions rentraient bien, la collecte aussi, tous les indicateurs sont dans le vert. Il y a cette perte nette de 430 millions d'euros contre un profit de 1,8 milliard d'euros en 2023. Il a fallu opérer ce qu'on appelle des dépréciations d'actifs, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Expliquez-nous simplement. On a un patrimoine, qui est donc les investissements de Eurazeo historiques dans certaines sociétés et dans les fonds, qui vaut 8 milliards. Aujourd'hui 7 milliards 9, il valait 8 milliards 3 il y a un an. Et il est clair que là-dedans, vous avez eu beaucoup de création de valeur très disséminée dans beaucoup de domaines, et quelques items, très peu, mais sur lesquels nous avons eu des sociétés plus fragiles, un peu anciennes, souvent acquises dans les années 16, 17, qui étaient dans des modèles sur lesquels nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance de création de valeur future. C'est notre devoir au titre des règles comptables, au titre de la transparence. Il n'y en aura plus sur 2025, a priori c'est fini ça? On ne peut jamais dire que dans un portefeuille aussi large que 600 items, et pour ce qui concerne le bilan, plus de 70 lignes, il n'y aura jamais un seul accident. En revanche, ce qu'on peut dire, et c'est ce qu'on a dit,
c'est qu'on envisageait que le profil de création de valeur va s'améliorer sur les années prochaines, à commencer par 2025. Et ça se traduit directement dans le compte de résultat, puisque notre compte de résultat au titre de l'activité d'investissement, j'ai parlé tout à l'heure de l'activité de gestion d'actifs, il est uniquement lié à la variation de juste valeur d'une année sur l'autre. D'ailleurs, vous choyez vos actionnaires puisque vous avez relevé votre dividende de 10% et vous avez doublé votre programme de rachat d'actions à 400 millions d'euros. Absolument, on fait ce qu'on a dit qu'on ferait dans le cadre de l'Investor Day, c'est-à-dire que la rotation du bilan, la transformation profonde du business model doit s'accompagner par une libération de capital qui est rendue à l'actionnaire. Allez, merci pour cet entretien avec vous, William Kadouch-Chassaing, co-PDG d'Eurazeo, coté sur le SBF 120 à la Bourse de Paris. Merci. Merci.